Bonjour, chers étudiants. Alors, le chapitre 3 sera donc réservé à l'étude de la configuration. Alors, on va commencer par définir une entité moléculaire. La constitution d'une entité moléculaire précise la nature et les modes d'union des atomes formant cette entité en incluant la multiplicité des liaisons sans tenir compte de leur disposition dans l'espace. La configuration d'une entité moléculaire, c'est la disposition spatiale des atomes ou des groupes d'atomes de cette entité. Ce terme est propre aux stéréoisomères dont l'isomérie n'est pas due à des différences de conformation. Et là-dessus, il faut distinguer entre une conformation et une configuration. Les conformations, on l'a déjà vu dans le cours précédent, c'est-à-dire on obtient des conformations à partir d'une rotation autour d'un axe où il y a une simple liaison. La molécule peut adopter plusieurs conformations et se stabiliser, bien sûr, dans des conformations où il y a le moins de gènes stériques. Alors, la configuration, on va la voir, c'est-à-dire la rotation. C'est une remarque très importante que je vais aborder au début avant d'attaquer la configuration, c'est-à-dire la rotation ne changera jamais une configuration, que ce soit absolue ou géométrique. Un carbone est dit asymétrique, central chiral ou stéréocentre. Moi, je préfère l'appellation de stéréocentre lorsque ces quatre substituants sont différents. Donc, le carbone hybridé sp3, d'accord, et il a quatre substituants différents. Alors, pour la configuration géométrique, un groupe d'atomes constitué d'une double liaison avec ces substituants peut donner naissance, on va le voir par la suite, à une isomérie géométrique. E et Z, qui dit Z dit 6, E trans. Il y a un grand nombre de molécules, celles qui possèdent des carbones asymétriques ou celles qui ont une double liaison, se présentent sous une configuration donnée. La détermination de cette configuration nécessite la connaissance de la règle séquentielle de Kahn-Ingold et Prelog qu'on va détailler dans ce qui suit. Alors, concernant ces règles, les atomes des substituants portés par le carbone asymétrique, le carbone stéréocentre, dans l'isomérie optique, ou le carbone éthylénique dans l'isomérie géométrique, des doubles liaisons, E et Z6 et trans, sont classés entre eux selon leur degré d'éloignement par rapport à des carbones et selon une séquence de priorité. Alors, ces règles doivent être, c'est-à-dire appliquées de façon absolue, donc il faut connaître ces règles par cœur. La première règle, la séquence de priorité se fond sur le numéro atomique du premier atome rencontré sur le substituant envisagé. À chaque fois que vous avez à traiter un stéréocentre avec 4 substituants différents, il faut toujours préciser au début, voilà les atomes directement liés au carbone stéréocentre. Je regarde les atomes directement liés. Je ne regarde pas les atomes qui sont liés aux atomes
lié au carbone stéréocentre. L'atome de numéro atomique supérieur, et là vous avez le tableau périodique, donc il faut se référer à ce tableau à chaque fois que vous avez à comparer entre les numéros atomiques de différents atomes. Ainsi, l'atome de numéro atomique supérieur est alors prioritaire par rapport à celui du numéro atomique inférieur en cas d'isotope. Lorsque le problème d'isotope se pose, celui qui a la masse atomique la plus élevée sera prioritaire. Ainsi, dans les substitutions suivantes, comprenant un ou plusieurs atomes, on aura la séquence suivante de priorité décroissante. Donc là, vous avez le Z. Ici, si on a l'iode, donc le Z, c'est 53, le brome, 35, le chlore, 17, le soufre, 16. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir les atomes directement liés. Alors, lorsque je vais voir les atomes directement liés au niveau de SO3H, c'est l'atome du soufre. Et l'atome du soufre, bien sûr, son numéro atomique, et il est de 16. Le fluor, c'est 9. L'oxygène, 8. L'azote, 7. Le numéro atomique du carbone, 6. L'hydrogène, 1. Alors, les atomes soulignés ont été les seuls considérés pour déterminer l'ordre de priorité. Et cette règle, elle est très intéressante. Lorsqu'on a un carbone stéréocentre, un ou 4 substitutions différentes, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder que les atomes directement liés. D'accord? Ça, c'est la première règle qui se base sur le numéro atomique. Alors, concernant la deuxième règle, alors quand les atomes directement liés au carbone asymétrique ou éthylénique sont identiques, alors vous avez 4 substitutions lorsqu'on regarde les atomes directement liés. Alors là, vous avez les 4 atomes sont identiques. Alors là, on compare les atomes situés au degré d'éloignement immédiatement supérieur et on applique la règle 1. Alors ici, vous avez donc ces substitutions-là. Lorsque je regarde l'atome directement lié, c'est le carbone. Pour ce substituant, quel est l'atome directement lié? C'est le carbone. L'autre substituant, l'atome directement lié, c'est le carbone. Pour ce substituant, l'atome directement lié, c'est le carbone. Et pour ce substituant, l'atome directement lié, c'est le carbone. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder, puisque les 5 substituants ont un atome de carbone, donc le numéro Z, il est de 6, donc identique, je ne peux pas comparer entre eux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais voir les atomes situés au second rang, au degré d'éloignement immédiatement supérieur. Alors, cet atome, je vais voir quels sont les atomes directement liés. Alors, pour celui-là, il y a carbone, carbone, carbone. Donc, 3 atomes de carbone. Je laisse de côté les hydrogènes. Les hydrogènes se trouvent dans le 3e rang. Donc, ce carbone, il est lié carbone, carbone, carbone. Celui-là, il est lié à 2 carbones et un hydrogène. Je regarde toujours les atomes directement liés. Pour celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Celui-là, il est lié à
Alors, par conséquent, le premier substituant qui sera classé, c'est celui qui est lié à 3 carbones. Carbone, il y a 3 carbones. Le dernier, c'est le carbone qui est lié à 3 hydrogènes. Alors, lorsque je compare, donc là, j'ai 2 carbones et un hydrogène, et là, j'ai 2 hydrogènes et un carbone, 2 hydrogènes et un carbone. Mais lorsque je vais aller plus loin, je vais trouver celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone, alors que ce carbone-là, il est lié à 3 hydrogènes. Donc, celui-là serait prioritaire. CH2CH3, c'est très simple. Là, il y a le carbone, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone, alors que celui-là, il est lié à 3 hydrogènes. Alors, dans l'exemple 2, je ferai la même chose, c'est-à-dire, je vais avoir les atomes directement liés. Pour ce substituant, c'est le carbone, 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 carbone et carbone. Alors, je ne peux pas distinguer entre ces 6 substituants et par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, je vais voir au second rang, c'est-à-dire au degré d'éloignement immédiatement supérieur, les atomes qui sont directement liés. Ce carbone, il est lié à 2 hydrogènes et un fluor. Celui-là, avec un azote et un oxygène, je ne parle pas des hydrogènes portés par l'azote et de l'hydrogène porté par l'oxygène, je ne parle que des atomes directement liés, c'est-à-dire l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Celui-là est lié à un hydrogène, oxygène et carbone. Celui-là, il est lié à un oxygène avec un carbone. Et celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un oxygène. Et celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Alors, lorsque je vais voir ici le fluor, un numéro atomique de 9, donc supérieur à celui de l'azote et de l'oxygène, et si je ne fais pas la somme des numéros atomiques, s'il y a un atome de numéro atomique supérieur, c'est le substituant qui est prioritaire. Et si j'ai N, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, alors que là, j'ai l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Vous remarquez ici, le brome, il a été écarté parce qu'il se trouve en 3e position. Il ne peut pas être compris dans la comparaison. Et par conséquent, je ne tiens compte que des atomes directement liés. Donc ici, oxygène, oxygène, et là j'ai azote, carbone. Donc l'azote l'emporte. Le brome, il se trouve en 3e position. Si le brome se trouvait en 2e position, c'est celui-là qui sera prioritaire que ce substituant-là. Lorsque je continue, donc, carbone, hydrogène, oxygène, ici, carbone. Alors, oxygène, et ici, donc, carbone. Alors là, je dois continuer. Ce carbone-là, là, j'ai un carbone et là, j'ai un carbone. Je vais voir le 3e rang. Là, j'ai 3 bromes et là, j'ai 3 hydrogènes. C'est celui-là qui va l'emporter parce que le brome est un numéro atomique supérieur. Je continue par la suite. Là, un oxygène, un carbone, un hydrogène. Là, j'ai 2 hydrogènes et un oxygène. D'accord? Donc, le carbone l'emporte à l'hydrogène. Et c'est très simple pour le dernier, parce que là, j'ai 2 hydrogènes et un carbone, et là, j'ai 2 hydrogènes et un oxygène. L'oxygène l'emporte sur le carbone. Alors, pareil pour celui-là, vous remarquez très bien que lorsque je vais voir avec le carbone directement lié, il y a 3 atomes de carbone, 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 carbone. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un hydrogène, j'ai un carbone et un carbone. Donc, hydrogène, carbone, carbone. Et là, qu'est-ce que j'ai? 3 atomes de carbone. Qui va l'emporter? C'est celui-là. Malgré que ce substituant, c'est-à-dire présente, se compose de 2 atomes de brome, les 2 atomes se trouvent dans le 3e, c'est-à-dire le 3e rang, le 3e degré d'éloignement, et par conséquent, il ne peut pas être compté dans la comparaison, parce que là, j'ai 3 atomes de carbone, et là, j'ai
deux atomes de carbone et un hydrogène. Alors ça concerne la règle 2. La règle 3, ça concerne les liaisons multiples. Lorsque je dis liaisons multiples, ce sont à la fois des liaisons doubles et des liaisons triples. Ils sont considérés comme autant de liaisons simples et chaque atome engagé dans une liaison multiple sera écrit autant de fois qu'il porte de liaison. Alors, je commence par le carbonyle. Ici, c'est un aldéhyde. Donc, j'ai une double liaison avec l'oxygène. Alors, ce carbone-là, je vois les atomes directement liés. Donc, il est lié simplement à l'oxygène. Il est lié virtuellement avec un oxygène, donc que je mettrai entre crochets. Ils sont considérés comme porteurs d'atomes fantômes de numéro atomique nul. Moi, je mets ici 0. Et là, j'ai un hydrogène. Si je veux continuer là, parce que l'oxygène est doublement lié, donc il sera lié à un carbone. D'accord? Ici, la C, triple liaison avec l'azote. Donc, le carbone, il est lié à l'azote, voilà. Et deux atomes d'azote qui seront mis entre crochets. D'accord? Si je continue avec cet atome d'azote, il est triplement lié au carbone. Voilà le premier carbone. Et là, je mettrai les deux autres entre crochets. Bien sûr, ce sont des atomes fantômes de numéro atomique nul. Pareil pour le CH doublement lié à CH2. Donc, je mettrai le premier carbone, il est doublement lié doublement lié au carbone. Donc, je vais mettre une liaison simple avec un carbone sans crochet et un autre carbone entre crochets, porteur d'atomes fantômes de numéro atomique nul et avec un hydrogène. Si je regarde ce carbone-là, il est doublement lié avec CH. Donc, deux hydrogènes, les voici, et il a une liaison donc que je mettrai avec un carbone entre crochets. Pour le phényl, donc là, c'est pareil. Donc, je mettrai un carbone là et à chaque fois que j'ai une double liaison, je vais la tracer selon la règle que j'ai appliquée pour l'éthényl. D'accord? Donc ici, vous avez un carbone 1 lié avec le carbone 2. Ici, lié au carbone donc 6. Et bien sûr, il est lié avec un carbone que je mettrai entre crochets, atome fantôme de numéro atomique nul. Donc, vous voyez très bien que ce carbone-là, il est lié au carbone 2, au carbone 6, d'accord? Les deux, carbone 2, c'est là, carbone 6, c'est là, et un carbone entre crochets virtuels de numéro atomique nul. Si je continue là, le carbone 2, il est doublement lié, je ferai la même chose. Donc, un carbone et un carbone entre crochets, et bien sûr, il y a un hydrogène. La même chose pour celui-là, d'accord? Celui-là, il ne peut pas être lié à d'autres parce que c'est un atome porteur d'atomes fantômes de numéro atomique, donc il n'est pas lié. Alors, exemple ici, donc vous avez des exemples que vous allez détailler, qu'on va détailler dans la série de travaux dirigés avec les solutions. Alors ici, donc vous avez des carbones liés à l'hydrogène, deux atomes de carbone. Ici, hydrogène, carbone réel, carbone virtuel. Lorsque je dis virtuel, c'est-à-dire je mettrai le carbone entre
crochet, atome fantôme de numéro atomique nul. Et là, c'est hydrogène avec 2 atomes de carbone. D'accord? Alors ici, vous avez un CH3 et là, vous avez un CH2, CH3. Ce carbone est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Celui-là, il est lié à 3 hydrogènes. Et là, donc, il y a le carbone lié à ce carbone-là, doublement lié, carbone que je mettrai entre crochets de numéro atomique nul, et avec, bien sûr, un hydrogène. Donc, les deux exemples illustrent bien, c'est-à-dire chaque liaison multiple, que ce soit double ou triple, une double sera considérée comme une liaison, c'est-à-dire réelle, et je mettrai une autre liaison avec un atome entre crochets, porteur d'atomes de carbone fantôme ou l'oxygène de numéro atomique. Alors, concernant les applications de la règle de Kahn-Ingold de Prelog pour la détermination des configurations EZ, la configuration définie comme on l'a, je l'ai dit précédemment, la disposition des atomes dans l'espace. Le passage d'une configuration à une autre nécessite la rupture des liaisons covalentes et leur reformation d'une façon différente. C'est pourquoi je vous dis, la conformation ou la rotation ne changera jamais la configuration. Il faut casser la liaison et reformation pour passer à une autre configuration. L'isomérie géométrique est une conséquence de la restriction à la libre rotation. D'accord? La rigidité de la double liaison permet ainsi de mettre en évidence un couple d'isomères géométriques à condition que chacun des carbones sp2, puisque la double liaison, j'ai 2 carbones hybridés sp2, porte des substitutions différentes. Celui-là porte des substitutions différentes A et B, que je classe selon les règles de Kahn-Ingold et Prelog. Et ce carbone hybridé sp2, il porte les substitutions E et F, que je classe suivant les règles de Kahn-Ingold et Prelog. Alors, si j'ai la prioritaire 1, prioritaire 2, si les deux groupements prioritaires sont du même côté de la double liaison, nous avons l'isomère Z. Donc, zusammen signifie ensemble en allemand, mais parfois on utilise également l'appellation 6. S'ils sont du même côté, c'est ici, c'est Z, ou 6, ou là. Si les deux prioritaires se trouvent en bas, donc c'est aussi Z, et la configuration, l'appellation 6. Si les deux groupements prioritaires sont de part et d'autre, c'est-à-dire je trouve le A prioritaire que B et le F prioritaire que le E, alors là, nous avons la configuration E. Integren signifie contrairement en allemand, mais parfois on utilise également l'appellation trans. Il est à noter que les isomères Z et E sont doués de propriétés chimiques et physiques différentes. Là, vous avez la molécule Z, point d'ébullition, donc vous avez les deux chlores qui se trouvent dans le même plan Z, le point d'ébullition c'est 60, et lorsqu'ils se trouvent de part et d'autre, avec E trans, le point d'ébullition 47 degrés, 5. Donc les isomères ont des propriétés chimiques et physiques différentes. Alors, un exemple montrant la différence de propriétés chimiques est celui des acides maléiques et fumariques. Alors là, dans le cas de l'acide maléique, donc nous avons 2 fonctions acides avec la configuration Z. Les 2 fonctions acides se trouvent dans le même plan. Et dans le cas de l'acide fumarique, son point de fusion il est de 260 degrés. Là, c'est l'acide maléique, c'est 130 degrés. Les 2 fonctions acides se trouvent de part et d'autre du plan moyen de la double liaison. Alors, lorsqu'on va chauffer l'acide maléique, donc il y aura une cyclisation ici pour former l'anhydride maléique. Alors que
la même réaction effectuée à 140 degrés C sur l'acide fumarique, rien ne se passe, d'accord? Donc, aucune réaction ne peut avoir lieu, d'accord? Parce que les deux, le OH ne peut pas attaquer ce centre électrophile du groupement carbonyle, parce qu'ils se trouvent, les deux se trouvent dans deux plans différents, alors que celui-là, la réaction est activée parce que les deux, celui qui va attaquer le OH ici, d'accord, se trouve dans le même plan avec l'autre groupement. Alors le E ou l'acide fumarique ne donne pas de réaction dans les mêmes conditions. Alors pour la détermination de la configuration R ou S du carbone asymétrique, l'atome de carbone possède 4 substitutions différentes. Cet atome de carbone est souvent noté C étoile, stéréocentre, signifiant carbone asymétrique ou stéréocentre. Alors ici, vous avez le A et le B, deux configurations possibles qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Mais comme nos domaines, ils ne sont pas superposables. Par conséquent, ce sont deux composés différents. Alors même s'ils ont la même formule brute, ils ont deux configurations différentes, d'accord? Et par conséquent, ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas superposables, d'accord? La répartition spatiale des substitutions est différente entre les deux carbones asymétriques ci-dessus. On parle donc de configuration. On ne peut jamais passer de ce produit à ce produit par simple rotation. Donc, il ne faut pas confondre la configuration avec la conformation. Alors, suivant les règles séquentielles Kahn-Ilgoldt et Prelog, nous pouvons déterminer ce qui est appelé la configuration absolue du carbone asymétrique de la façon suivante. On classe les différents substituants. Ce carbone-là, je vois les atomes directement liés. Il y a l'oxygène, ici le carbone et ici l'hydrogène. Donc, voilà le premier, voilà le quatrième. Il reste à comparer ces deux. Là, il y a le carbone et le carbone. Je passe au second rang. Ce carbone, il est doublement lié à l'oxygène, donc je vais mettre carbone lié à l'oxygène. Lié à l'oxygène entre crochets de numéro atomique nul et lié à l'hydrogène. Celui-là, il est lié à deux hydrogènes et un oxygène. Par conséquent, le groupement aldéhyde serait prioritaire que le groupement alcool. Et par conséquent, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, l'image par rapport à un miroir va me donner l'autre configuration, d'accord, avec 1, 2, 3 et 4. Oui, pour déterminer la configuration, il faut placer un atome possédant un numéro pair, le quatrième, derrière le plan. Donc, je le place derrière le plan, ou le plan formé par les trois autres est regardé suivant l'axe de ce numéro pair. Donc, il suffit alors d'observer le sens de rotation des trois autres atomes. Donc, là, j'ai l'hydrogène en arrière. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde 1, je tourne, là, 2, 3. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est la configuration R. Ici, l'hydrogène, elle est là, en arrière. J'ai 1, 2, 3. Donc, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est la configuration S. Donc, c'est la configuration S. Alors, les deux composés ci-dessous, d'accord? Voilà ce que je vois. Donc, le CHO, le OH, le CH2OH. 1, 2, 3, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la configuration R. Là, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, donc c'est la configuration S. Alors, les deux composés ci-dessus, le premier et le deuxième, sont donc appelés des stéréoisomères de configuration opposée. Voilà donc, j'ai terminé donc le chapitre numéro 3. Je vous remercie pour votre attention.